pendant 27 ans, on me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente, tout ça, mais ça me touchait pas. Puis c'est vraiment la première fois qu'on m'a dit « Hey, t'es vraiment beau ». Oh mon Dieu, là, vraiment, là, je l'ai senti, je suis devenu tout chaud en dedans, un petit peu mou de l'intérieur aussi. Là, oui, mon Dieu, j'ai fait OK, c'est parce qu'on s'adressait pas à la bonne personne. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, la pièce Rotterdam, écrite par John Britton, est présentée à la Bordée dans une traduction et une mise en scène d'Edith Patnaud en 2019. Alice et Fiona vivent ensemble depuis 7 ans. Au jour de l'an, alors qu'Alice est sur le point d'annoncer à ses parents qu'elle est lesbienne, Fiona lui révèle qu'elle est en fait un homme. Comédie tout en humanité qui aborde avec intelligence la différence entre orientation sexuelle et identité de genre, Rotterdam pose des questions fondamentales sur l'identité et l'amour. Pour chercher des réponses, on rencontre Michael Blais, homme trans et coordonnateur à la formation au Gris Québec, et Pascal Renaud-Hébert, qui a interprété Fiona, qui se révèle être Adrien, dans la production de 2019. Notre équipe de comédiens maison nous plonge dans l'action, alors que Fiona explique à son amoureuse comment elle a compris qu'elle est en fait un homme et qu'elle souhaite entamer une transition en ce sens. J'avais peur. J'ai voulu t'en parler plein de fois, j'ai juste... Regarde, c'est pas comme si ça paraissait comme une révélation, tu sais. J'ai pas tout d'un coup réalisé que... Je veux dire, j'ai toujours pensé que j'étais gay. J'étais tomboy, j'aimais les filles, je me disais, ben oui, gay, c'est logique. Sauf que plus je vieillissais, moins c'était vrai. Mais là, je veux dire, comment tu dis ça à quelqu'un? Je savais même pas c'était quoi les mots. Je le sais pas plus maintenant. C'est une sensation. Comme, chaque fois que je parle, c'est pas ma voix. Ou quand je me regarde dans un miroir, c'est pas tout à fait moi. Puis quand je pense aux hommes, ou quand je les vois, j'ai juste... Je sais que... C'est pas que je veux changer. Je veux pas devenir un homme. Je pense... Je sais que j'en suis déjà un. Puis t'es sûre? Je veux dire, t'es vraiment sûre? Oui. Mais... Comment... Je veux dire, comment tu peux vraiment savoir? Je rêve en homme. Dans mes rêves, je suis un homme. Tout le temps. Depuis quand? Depuis toujours. Mais tu le sais que ça change absolument rien entre nous deux. Tu le sais, hein? Ouais, non, je sais. Mais tu sais... Fait que moi, je suis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, moi, je suis quoi maintenant? Je comprends pas. Ben, je veux dire, si t'es un homme, est-ce que je suis hétérosexuel? Ben, c'est sûr que non. Ben, je veux dire, je sais pas. T'es toi? Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que, je veux dire, ça fait 10 ans que je travaille vraiment fort à essayer de comprendre c'est qui ce moi. Ça fait ben, que... ça a pas changé. Non, mais toi, oui. Je veux dire, la personne que t'es, je veux dire, que je pensais que t'étais, est-ce que je... Regarde, là, il y a 24 heures, je pensais que j'étais gay. Je suis gay. Fait que j'essaie juste de comprendre ce que ça veut dire pour moi. Ça n'a pas besoin de vouloir dire quoi que ce soit. Mais je suis pas attirée par les hommes. Par les autres hommes, je veux dire. Au début, tu me disais que t'étais pas attirée par les femmes. Oui, mais je m'assumais pas. J'étais dans le déni. J'ai passé les 7 dernières années à me battre contre ce déni-là. Puis là, je veux dire, regarde, je vais pas virer ça à propos de moi, là, mais là, qu'est-ce que je dis à mes parents? Ce que tu leur as déjà écrit? Ce que j'ai déjà écrit? Ouais, c'était parfait. Parfait?
fait? Ça disait que j'étais gay puis en amour avec une femme. Au pire, il va au moins falloir que j'ajoute un PS. Tu parles de devenir un homme. Non, pas devenir un homme. Puis je te dis pas ça pour te donner une excuse pour pas faire ton coming out. C'est pas une excuse. Je trouve juste ça vraiment compliqué à démêler. Puis tu penses que c'est pas compliqué pour moi? Je dis pas ça. Mais toi, t'as eu plus que 14 heures pour gérer l'information. Es-tu sûr que c'est ça que tu veux? Je veux dire, vraiment sûr. Tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment devenir un homme? Non, Alice. Je veux juste arrêter d'essayer d'être une femme. Michael Blais, te reconnais-tu dans l'extrait qu'on vient d'entendre? Ah, mon Dieu, oui, à 100%, 100%. D'un, que l'autre personne vire l'annonce concernant elle-même, ça arrive toujours. À tout dévoilement qu'on fait, mon Dieu, ce n'est pas nous le centre de l'univers, les autres vont ramener ça à eux. Quand le personnage dit que c'est pas une révélation, clairement, je me reconnais là-dedans. Même si toute ma jeunesse, j'avais pas le mot trans, je connaissais pas cette réalité-là. C'est quand même pas apparu comme une révélation. Le mal-être a toujours été là. Quand aussi, justement, le personnage arrête pas de dire non, tu sais, je veux pas devenir un homme. J'en suis un. On est notre genre. On a toujours été notre genre. Hein? C'est vraiment la mauvaise étiquette qu'on nous a mis. Et dans l'extrait, justement, quand elle dit, quand le personnage dit je rêve en homme, c'est un peu ça, tu sais, notre identité de genre, on en prend conscience de différentes façons. Ce personnage-là, ça a été comme ça. Moi, ça a beaucoup été par les compliments, par exemple. Donc, pendant 27 ans, on me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente, tout ça, mais ça me touchait pas. Puis c'est vraiment la première fois qu'on m'a dit « Hey, t'es vraiment beau. » Ah, mon Dieu. Là, vraiment, là, je l'ai senti, je suis devenu tout chaud en dedans, un petit peu mou de l'intérieur aussi. Là, oui, mon Dieu, j'ai fait « OK. » C'est parce qu'on s'adressait pas à la bonne personne. On s'adressait pas à Michael. Donc, oui, je me reconnais à 100%. Pascal Renaud-Hébert, tu jouais Fiona, qui se révèle être Adrien. Comment est-ce que tu as construit ton personnage? Ben, on a fait en amont du spectacle, on a fait beaucoup de recherches, on a rencontré beaucoup de personnes pour avoir, pour que j'ai vraiment une bonne, j'ai une bonne idée, parce que c'est impossible pour moi de comprendre cette réalité-là, mais en tout cas d'avoir l'empathie nécessaire, c'est-à-dire la sensibilité nécessaire pour être capable de livrer cette performance-là, ce personnage-là, que ça se rende au public aussi, puis que ça touche les gens, sans que ça devienne cliché, puis sans que ça devienne comme une projection de ma part, puis c'est assez... c'est un peu gênant d'admettre ça, mais en même temps, on dirait que je trouve que c'est très juste par rapport à où j'étais rendue dans mes connaissances. Au moment où on a discuté avec Michel du rôle, moi, j'ai dit « Oh mon Dieu, il va falloir que je maigrisse pour ce rôle-là. » Puis là, Michel, il a dit « Voyons, de quoi tu parles? » Puis j'ai dit « Ben non, mais il me semble qu'il faudrait que j'ai un corps beaucoup plus androgyne que ce que j'ai. » Fait que c'est pour dire à quel point, au moment où on a parlé de ce rôle-là, ça veut dire, ça, c'était comme 1 an et demi avant le show, ma conception, mes a priori, était X. Puis au moment de faire le show, j'étais tellement loin de cette idée-là. C'est comme si toutes les connaissances que j'ai acquises en amont du spectacle, puis quand je repense à ce moment-là, je me dis « Ah wow, c'est fou comment j'avais des billets inconscients. » J'étais pas mal intentionnée, mais crime, j'avais ces billets-là, puis il faut savoir quand même les reconnaître, tu sais. As-tu eu peur de faire une sorte d'appropriation en incarnant ce rôle-là, Pascal Renaud-Hébert? Ben, oui, pas au début. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment plus une question de je sais pas si je suis la bonne personne. Il y avait beaucoup la question du physique. Là, vraiment, au début, c'est comme une chose qui me revient. Puis aussi la question du talent. Là, c'était comme beaucoup ça au départ. Puis après, là, cet été-là, il y a eu Slav puis Kanata, un à la suite de l'autre. C'est comme si là, on a vraiment mesuré. En tout cas, moi, j'ai pris la pleine mesure de OK, il y a des enjeux. C'est pas du tout les mêmes enjeux, mais c'est plus la question de l'appropriation, la question de ce que tu représentes, de la représentation, de la représentativité, de l'inclusion dans notre milieu. Fait qu'on a eu une grosse réflexion avec Edith Patnaud, la metteur en scène, où on s'est dit, est-ce que je le fais encore, ce rôle-là? Puis on a questionné des gens autour de nous, encore une fois, puis c'est là qu'on a enclenché vraiment On avait l'intention de rencontrer des gens, mais je pense que là, ça a comme été... On a rencontré le Gris,
On a rencontré des personnes qui vivaient cette réalité. Fait que oui, j'ai eu peur, puis même qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je le referais. Avec ce que je sais maintenant, avec ce qui s'est passé, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me sentirais à l'aise de faire ça. Malgré que c'était un rôle exceptionnel, là, c'était beau, mais j'ai été choyée de le faire. Je ne sais pas si aujourd'hui, je me sentirais à l'aise d'aller là. Michaël Blais, t'as vu la pièce 2 fois plutôt qu'une. Oui, 2 fois. Qu'est-ce que t'as pensé de la pièce, puis qu'est-ce que t'as pensé justement de la performance, du fait que ce soit Pascal qui incarne la personne qui vit avec un enjeu de transidentité? C'est sûr que c'est toujours un questionnement de se dire, est-ce qu'on est la bonne personne pour interpréter un rôle, surtout quand c'est un rôle d'une minorité quelconque. Moi, c'est sûr que travaillant pour Le Gris, j'ai vu un petit peu plus le travail qui a été fait en amont et que je trouvais vraiment impeccable. Et la difficulté peut-être aussi avec la pièce, c'est que fallait jouer le avant et le après la transition. Et ça, c'est peut-être pas toutes les personnes trans qui sont à l'aise de jouer le avant et le après. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui est arrivé là, dans le choix des comédiens ou des comédiennes. Et vraiment, le travail qui a été fait, mon Dieu, non, là, je veux dire, moi, je me reconnaissais fois mille dans comment que, justement, Pascal interprétait, que ce soit, c'était traduit en québécois, fait que ça, c'est toujours très agréable de se reconnaître dans la langue, mais tout aussi les petits détails. Quand je disais tout à l'heure, le moment du dévoilement d'Adrien, finalement, c'est l'autre personnage qui a comme ramené ça à elle. Ben là, moi, je suis quoi? Puis, ouais, mais toi, ben tout le monde, je vous l'ai dit, on a tous vécu ça. Quand on a fait notre dévoilement, c'est pas à propos de nous que c'était les gens autour qui ont ramené ça à eux. Quand le personnage a essayé dans la pièce ce qu'on appelle un binder, une camisole de compression, la première fois que tu mets ça, t'as l'air con, t'es pas capable de mettre ça, ça pogne, et le personnage dans la pièce rush à mettre le binder, et j'ai fait oui, merci. Oui. Et c'est très inconfortable, hein. Moi, ça, c'est quand premièrement, je l'ai essayé, là, avant de jouer dans les essayages. J'en ai essayé quelques-uns. C'est très inconfortable. Puis, après, une fois que je le mettais, je passais tout le restant de la pièce avec le binder sur moi. Puis ça, c'est comme si ça... il y avait quelque chose là, pour moi physiquement de me dire « Wow, OK, c'est ça, là, l'inconfort physique, là. » c'était spécial quand même. Et de savoir que des gens le portent toute la journée. Mais puis on dirait que la métaphore est comme impossible à ne pas faire, là. C'est-à-dire que, tu sais, physiquement respirer, mais tu sais aussi métaphoriquement, là, ou au sens figuré, respirer, c'est comme... C'est ça qui est recherché au final, là, enfin. En tout cas, je sais pas, là, c'est peut-être un peu quétaine, mais pour moi, la métaphore est très présente. Oui, vraiment, je l'avais pas vu comme ça. Pascal Renaud-Hébert, est-ce que le fait de jouer ce rôle-là t'a amené à questionner ton propre genre? Non, pas du tout. À aucun moment, ça m'a amené à me questionner là-dessus. Puis je pense que, en tout cas, aujourd'hui, je vois cette chose, puis j'en avais discuté avec Michaël, comme un privilège. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment... C'est un privilège dans la vie de pas se poser ces questions-là, de jamais s'être posé ces questions-là, puis que ça soit simple pour moi, cette chose. J'ai pas à confronter personne, j'ai pas à être confrontée par personne. Fait que j'ai beaucoup d'empathie, je pense. C'est le mot qui me vient spontanément, puis c'est la vraie chose. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui vivent cette réalité-là, parce que je sais maintenant, après avoir discuté avec autant de personnes, combien ça demande, hein, puis combien c'est nécessaire pour, justement, comme on disait tantôt, respirer, enfin. Michaël Blais, comment est-ce que toi, tu vois la notion de privilège dans tout le concept de transidentité? Ben vraiment, tu sais, c'est ce que Pascal dit, tu sais, que, ben non, moi, je me suis jamais questionné, puis même, mon Dieu, j'ai appris c'était quoi la transidentité, elle a rencontré plein de gens, et tu n'es pas trans, fait que ça s'attrape pas, hein, c'est pas, quand on entend parler, on le devient pas. Petit cue comme ça. Et oui, c'est un privilège de ne pas avoir à se questionner, et souvent, moi, j'ai la question... Mais comment on fait pour le savoir? Comment t'as fait, tu sais, pour le savoir? Ben, toi, la personne, c'est genre, donc, assigné, mettons, homme, tu es bien avec le fait d'être homme. Comment tu sais que t'es un homme? Comment tu l'as su? Pourquoi moi, je devrais justifier comment j'ai su mon genre simplement parce qu'on m'a pas donné la bonne étiquette à la naissance? Alors que n'importe quelle personne cisgenre n'a pas à justifier qu'elle se sent le genre qu'elle est. Fait que ça, oui, c'est un gros
privilèges que les personnes ont. Il n'y a pas de dévoilement à faire non plus. Donc, ça vient avec un peu tout ça. Michael Blais, peut-être pour ceux qui connaissent moins ce que c'est, qu'est-ce que c'est la transidentité? Mon Dieu, expliquer là, très, très, très rapidement là, et de façon très succincte. J'aime beaucoup comparer ça en fait à une canne de petits pois à l'épicerie. Donc, quand on fait une recette, on va acheter nos petits pois et on arrive à la maison, on ouvre la canne et oups, c'est des petites carottes qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand l'étiquette n'est pas mauvaise, le contenu n'est pas mauvais, c'est le mix des deux qui ne marche pas. Ben, une personne trans, c'est ça. Donc, à la naissance, on ne lui a pas mis la bonne étiquette de genre, homme ou femme. Et lorsque la personne regarde à l'intérieur d'elle-même, hein, donc il faut une révélation, il faut que la personne le dise, eh bien là, on se rend compte, ah, d'accord, finalement, ben c'était pas des petits pois, eh bien non, tu es des petites carottes. Parfait, génial, ça change absolument rien à la personne. Elle reste tout aussi belle que ce qu'elle était, c'est vraiment juste l'étiquette qui correspondait pas au contenu. Tout simplement. Pascal Renaud-Hébert, comment est-ce que les gens ont reçu la pièce? Je pense d'ailleurs qu'il y a une anecdote très particulière qui t'a amené à changer ton jeu. Ah oui. Ben, les gens ont été très touchés. Moi, c'est beaucoup ça que j'ai reçu. Tu sais, tout tantôt, on parlait de l'appropriation puis les réactions des gens. Moi, j'ai pas du tout été confrontée. J'ai été vraiment chanceuse. Ben, chanceuse ou en tout cas, j'ai été protégée. Ben, les gens m'ont pas confrontée là-dessus directement. Au contraire, les gens étaient beaucoup plus touchés qu'autre chose. Puis, il y a eu un moment, il y a une scène dans le spectacle où Adrien, donc mon personnage, revient à la maison. Puis, l'amante ou la maîtresse, ou en tout cas, ce qui s'enligne pour être la maîtresse de sa blonde, à lui, est là. Puis, elle prend Adrien pour le frère de sa blonde, pour Josh. Puis, là, Adrien, il dit « Ah, mon Dieu, j'ai passé. » Puis là, Michael, peut-être que tu veux expliquer juste vite, c'est quoi le concept de passer, là, parce que moi, je voudrais que ça soit bien. Ouais. Oui, passer, en fait, hein, c'est quand que les gens extérieurs nous reconnaissent pour notre genre. Donc, par exemple, on se fait dire « Bonjour, monsieur. » On est un monsieur. On passe. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, donc, il passe et c'est la première fois qu'il passe, puis il dit ça, « Oh mon Dieu, j'ai passé. » Puis au début, je le jouais très euphorique. Je m'étais fait parler d'une forme d'euphorie, tu sais, qui vient avec ce moment-là. Fait que je le jouais très euphorique. Puis un soir, donc le personnage de Lélanie, celle qui le fait passer, finalement, elle s'en va. Puis mon personnage restait comme un petit genre 2-3 secondes, un peu interdit, tu sais. « Ah, ça vient de se passer. » Puis là, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, « Il a passé. » Puis ça m'a tellement émue, c'était tellement émouvant d'entendre. Premièrement, c'était rempli, c'était chargé, là, comment cette personne l'a dit, c'était vraiment chargé d'émotions. Puis ça m'a tellement touchée, ça m'a fait monter les larmes. Puis c'était vraiment là, l'interprète qui vivait une émotion, c'était pas le personnage. C'est rare que ça arrive, mais c'est arrivé cette fois-là. Puis on dirait qu'après, c'est comme ça que je l'ai joué, cette fois-là, très émue, très bouleversée de ce qui venait de se passer. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si, je sais pas si c'est par respect pour cette personne-là ou par respect pour l'émotion que j'avais vécue, c'est comme ça que je l'ai interprété, très bouleversée. Puis c'est ça que ça me faisait à partir de ce moment-là, à chaque soir. C'est comme si j'étais plus capable de m'enlever cette personne-là de la tête, tu sais, que j'ai comme ressenti quelque chose. En tout cas, c'était vraiment un beau moment. Je dirais que c'est comme interprète le plus beau moment sur scène que j'ai vécu de ma très courte carrière, on s'entend, mais quand même, c'est vraiment un grand moment pour moi. Ouais. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Full sur votre plateforme de balado préférée. Full, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur full.labordé.ca ou derrière le théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec, pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Full le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard. Full le balado est une production du théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.
En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.